Sylvain Bonmot, bonsoir. Bonsoir. Olivier Cachin, bonsoir. Bonsoir. Alors, on vient de sortir d'un reportage de Christophe Kulikowski à propos du business post-mortem, savoir si Michael Jackson est plus rentable mort que vivant. Alors pourquoi on parle de ça? D'abord parce que c'est la polémique en ce moment, et puis parce que Olivier Cachin, vous avez sorti cet ouvrage Michael Jackson Pop Life, préface de Philippe Manœuvre aux éditions Alphée Jean-Paul Bertrand. Alors déjà, pour dire que vous êtes le premier bénéficiaire de la manne post-mortem de Michael Jackson, puisque votre livre est sorti quelques jours après. Oui, en fait, je l'ai fabriqué une semaine après, puisque je l'avais terminé le jour de la mort. Hein. Ouais. C'est hasard assez rare dans la vie d'un auteur. Oui, alors donc vous voulez dire que c'est pas un livre opportuniste? Bah non, puisque moi, quand j'ai signé en octobre 2008, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'actualité de Jackson était quand même assez légère. Oui, c'est vrai. Et alors, c'était une intuition ou déjà c'était un travail que vous aviez préparé depuis longtemps, hein? Non, c'était simplement la passion de parler d'un artiste que moi je suivais depuis une vingtaine d'années, qui me fascinait, dont la musique me faisait rêver, et puis que j'ai découvert visuellement en 83, comme tout le monde, en voyant Thriller à la télé, bouche bée devant cette espèce d'exploit de 15 minutes incroyable. Alors, Sylvain Bonmot, vous n'êtes pas bouche bée devant Michael Jackson, c'est moins qu'on puisse dire. Alors vous êtes un ancien journaliste des Incorruptibles, et vous êtes aujourd'hui à Mediapart, qui est un journal en ligne, où vous avez d'ailleurs écrit plusieurs papiers. Et, alors, Michael Jackson, vous ne considérez pas que ce soit l'artiste du siècle, comme on en entend beaucoup parler en ce moment? Non, non, c'est évident, mais c'est une chose ancienne. Mais c'est pas très important, au fond, le fait que moi, sa musique, j'y ai jamais été sensible depuis l'adolescence. Au fond, ça ne m'a jamais intéressé. Mais c'est pas là-dessus que j'ai eu envie de polémiquer. C'est plutôt sur le sens de sa trajectoire, au fond, et sur la façon dont il a été reçu. Parce que, comme vient de le rappeler Olivier Cachin, quelques mois avant sa mort, finalement, et on a du mal à le voir aujourd'hui, il intéressait plus grand monde, quoi. Donc on a tout reconstruit en très peu de temps, et c'est assez faramineux ce qui s'est passé. Il y avait un tel unanimisme, je dirais, autour de Michael Jackson. C'est pas ça, c'est que j'ai pas besoin de me forcer puisque je n'ai jamais aimé sa musique. Je me suis même, à certains égards, construit contre ce genre de musique. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui... Vous, c'est plutôt Otis Redding, Wilson Pickett Oui, bien James sûr. Brown. Je pense qu'il y a des très grands artistes. Ouais. C'est pas une question parce que parfois les gens me disent mais c'est parce qu'il est trop connu, c'est snob de dire Michael Jackson c'est pas bien. C'est pas ça. Bob Marley est aussi connu que Michael Jackson. Vous allez en Afrique, n'importe où dans le monde, Bob Marley est une star mondiale. Il n'y en a pas beaucoup. Mais Bob Marley pour moi est un immense artiste. Je veux dire, c'est un auteur. Sauf que Bob Marley, quand même, au moment de sa mort, par exemple, dans le magazine Rolling Stone américain, c'est une ligne au-dessus de la photo d'Harrison Ford. C'est-à-dire que quand il meurt, il n'est pas du tout le héros qu'il est devenu par la suite post-mortem. Donc, en l'occurrence, Bob Marley est le parfait exemple de quelqu'un qui devient réellement une icône après sa mort. Bon, alors on va parler un petit peu d'argent, parce que si on est là pour parler de ce business post-mortem, c'est qu'il y a des chiffres strictement vertigineux. Tout d'abord, Michael Jackson, quand il meurt, il a une dette de 435 millions de dollars. Et que ses revenus, les revenus de sa marque vont être de 200 millions de dollars, mais qu'il faut savoir que Michael Jackson était quelqu'un qui dépensait 20 à 30 millions de dollars de plus que ce qu'il gagnait par an. Et qu'une société, AEG, avait mis un nombre de 750 000 billets qu'elle a dû rembourser, et c'est elle qui, aujourd'hui, essaie de regagner la mise grâce à ce fameux titre. This Is It, vous allez m'en parler parce que c'est déjà maintenant toute une histoire, ce titre, et ça risque d'être la caisse enregistreuse des jours à venir. Oui, bah alors, déjà ce titre n'est que le vaisseau avant-coureur du film, le documentaire, qui sort mercredi prochain et qui est donc une espèce alors, que personne n'a vu, à part les gens d'AEG et quelques-uns de Sony, il faut le 75 000 préciser. billets vendus déjà. Voilà, mais qui est alors un documentaire sur les répétitions. Alors on dit qu'il y a 100 heures de répétition. On ne sait pas quelle sera la présence de Michael dans ce documentaire. On a vu là, il y a encore quelques jours, un dernier trailer avec 2 minutes d'extrait où on le voit chanter Human Nature, qui est assez surprenant parce que c'est vrai que le voir, tout le monde sait, enfin tous ceux en tout cas qui connaissent l'histoire de Michael savent qu'il n'avait pas vraiment envie de faire cette, non pas cette tournée mais cette résidence, en tout cas sûrement pas les 50 dates que le producteur AEG avait décidé. Bon alors donc on est dans ces chiffres absolument phénoménaux et bien évidemment, de qui parle-t-on? Du clan Jackson, puisqu'on a vu qu'autour de ce business, on a vu se déchirer le clan Jackson. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ou qui est révélateur un petit peu du cas de Michael Jackson? Moi, ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est cette façon dont quelqu'un qui était considéré comme has-been devient à nouveau bankable, comme on dit à propos des acteurs à Hollywood, une machine à faire de l'argent assez rapidement. Je suis frappé d'une chose quand même, et ça, je pense que c'est lié à l'apparition du CD au début des années 80. C'est-à-dire que moi, quand j'avais l'âge où Olivier Cachin aussi a découvert, on doit avoir à peu près le même âge, Michael Jackson,
on se construisait quand même toujours contre. C'est-à-dire que les gens, d'il y a 2-3 ans avant, c'était des très vieux. Aujourd'hui, on a l'impression que tout ça est terminé. C'est-à-dire que des gamins de 8 ans peuvent écouter Michael Jackson, comme des gens de 60 ans. Il n'y a plus du tout de construction générationnelle par rapport à la... C'est toujours vrai, simplement ça n'est plus vrai pour Michael. C'est plus vrai pour Michael parce que, et moi je l'ai vu avec mes enfants, avec plein d'adolescents ou de jeunes, c'est vrai que quand on leur met Thriller, alors que généralement c'est des gens qui, dès qu'on leur montre quelque chose qui a plus d'1 an ou 2, disent « t'es gentil mais ton vieux truc tu le remballes et on va écouter les trucs modernes », là ils sont là genre « ah, c'est quelque chose qui séduit ». Je ne connais personne qui a vu la performance Motown 25, là où il fait découvrir le moonwalk au monde entier, qui est une adaptation du Black Slide des artistes des années 20 ou 30, et qui n'est pas... mais complètement flashé dessus et qui n'ait pas vu quelque chose qui est transgénérationnel. Il est éternel, c'est-à-dire que c'est quelque chose, on peut le voir 1000 fois et chaque fois on se dit comment le type arrive à faire ça. Alors, vous dites il est transgénérationnel, il est éternel, alors est-ce qu'il a un successeur? Parce qu'on voit arriver Prince, là, qui, bon, on l'a vu passer à Paris, au Grand Palais. Est-ce que Prince est l'héritier de Michael Jackson? Non, c'est pas le successeur, c'est le rival. Pendant les années 80, c'était la grande guerre. D'ailleurs, bon, le titre de mon bouquin est un peu en clin d'œil, puisque Pop Life, c'est aussi le titre d'un morceau de Prince. Et c'est vrai qu'ils se sont... Alors, quelque part, à un moment, c'est très drôle de voir qu'à un moment, quand James Brown, justement, a fait monter, c'est un moment incroyable dans l'histoire de la musique, il fait monter sur scène les deux artistes, et là, clairement, l'héritier de James Brown, en tout cas, c'est Michael Jackson. Maintenant, sur la durée, il est certain que Prince a survécu et va continuer à faire de la musique, je pense, pendant des années, mais on ne peut pas parler de successeur, on peut parler en tout cas de rival, et puis c'est deux façons très très différentes d'aborder la musique. Non, mais il aurait dû être sur Bad. Effectivement, le morceau était prévu pour être un duo, mais quand il y a deux statues comme ça qui s'affrontent, ça s'annule et il n'y a pas eu de possibilité, il n'y a pas eu de dialogue, il n'y a pas eu vraiment de rencontre. Ils ont été face à face, mais ça n'a rien donné. Des égos surdimensionnés tous les deux. Oui. On parlait de James Brown, voilà un très très grand monsieur. Et vous avouerez que Godfather of Soul, ça a quand même plus de gueule que King of Pop, quoi. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire culturelle américaine. C'est-à-dire ce que c'est dit, l'affirmation de ce qu'on a appelé la fierté mélanique, le fait d'avoir la peau noire, d'avoir les cheveux crépus, de se coiffer d'une certaine manière. Et je crois que, alors après la mort de Jackson, toute la communauté noire américaine se réunit autour de Jackson. Il y a assez peu de critiques. Mais je pense qu'il serait un peu caricatural de gommer les critiques qui lui ont été adressées du fait du blanchiment de sa peau, y compris en France. Il y a un très bon historien de la condition noire en France, Papendia, qui a écrit un livre. Il n'est pas dans son livre. Il raconte, d'abord, il n'est pas dans son livre, puis il raconte dans ce livre sur la condition noire en France qu'il rencontre plein de noirs en France pour qui Michael Jackson joue une figure de repoussoir au fond. Parce que non seulement il a pris des produits chimiques pour se blanchir la peau, mais il a eu recours au bistouri pour se transformer le visage. Et ça, les gens le rejettent. Alors après, il meurt. Et on lui pardonne tout ça. Alors, est-ce que vous voulez dire il se passe quelque chose... Est-ce que vous voulez dire que Michael Jackson est un noir qui est universel parce qu'il est devenu blanc? Non, parce que ça serait quand même oublié un petit peu facilement qu'il était atteint d'une maladie qui s'appelle le vitiligo, qui est une dépigmentation de la peau, qui le poussait effectivement à se blanchir. Mais le bistouri, c'est pas ça? Le bistouri, c'est autre chose. Ça, la chirurgie esthétique, en tout cas, Sylvain, sache que la première raison de la transformation de Michael Jackson, c'est un accident. Juste avant Off the Wall, il tombe sur scène, il est obligé de se faire une reconstruction nasale, alors qu'au début, il était tenté, mais il n'osait pas passer sous le billard. Et il se trouve qu'effectivement, son premier nouveau-né, si je puis dire, sur la couve de Off the Wall, c'est le résultat d'une opération de chirurgie esthétique qui n'est pas de son fait. Après, effectivement, il y prend goût et il devient cette espèce d'artiste. Ce qui m'intéresse, c'est pas que la façon dont il essaye de se blanchir, pas uniquement à travers le visage, mais il essaye de se blanchir en prenant ce nom King of Pop, qui renvoie plutôt à l'univers de la musique blanche. Il faut le savoir, c'est pas lui. Hein, oui, mais le true King of Pop Rock and Soul. Il le revendique parce que pour moi, en gros, il veut ressembler à qui? À Elton John, qui fait de la musique à peu près aussi minable, qui m'intéresse pas du tout. Mais il veut remplacer Elvis Presley, qui est celui qui a volé la musique noire au noir. Il rachète le catalogue des Beatles. Il se marie avec la fille Presley. En gros, il est rachète obsédé le catalogue des Beatles, on est à la barbe de Paul McCartney. Il n'a pas osé l'acheter au prix où il voulait l'acheter. Oui, mais il est obsédé par la musique blanche qu'il essaye de s'accaparer. Ce qui est assez étonnant. C'est quelqu'un qui est un exégète de la musique noire et qui vénère Sam Cooke, Otis Redding, Jackie Wilson, qui est un de ses héros, James Brown, qui le fait pleurer chaque fois qu'il le voit. Quand même, il faut savoir que quand il a 5 ans, sa mère le réveille au milieu de la nuit quand il y a James Brown qui passe à la télé. C'était avant les VHS. Mais quand il a 5 ans, tout va bien. Quand il a 5 ans, tout va bien. Non, tout ne va pas bien du tout. Dans les autres douleurs, parce qu'il y a cette mort a fait ressortir beaucoup de scandales, il y a le coming out supposé que Michael Jackson devait faire. Il y en a aux États-Unis actuellement, des tas de gens qui se revendiquent comme étant les amants de Michael Jackson. Et on a même parlé d'un mariage avec un basketteur noir américain. Oui, alors ça c'est le bouquin d'Alperine. Bon, ça c'est une théorie. Moi, personnellement, j'adhère pas du tout. Maintenant, si on regarde la vie de Michael Jackson, à aucun moment de sa vie, il y a quelque chose qui tend vers ça. C'est-à-dire que cette espèce de... Il y a un livre américain fait par un journaliste qui s'appelle Gerondi Tarabolli, où il parle à un moment, dans les années 80, il était avec un ami et il va dans un bar gay.
il reste 5 minutes, il dit ça a l'air sympa, et puis après l'autre lui dit mais tu sais il se passe des trucs en bas, et Michael fait oui bon je crois qu'on va bouger parce que là il a peur de ça, il refuse le rôle de Victor Victoria parce qu'il a peur justement qu'on l'assimile à un homosexuel. Il est très bien conscient que son côté éphèbe peut être interprété comme de l'homosexualité, mais alors le côté il va se marier avec un basketteur et faire son coming out, moi personnellement j'achète pas. Enfin. Comme on dit, don't act. Don't act. Exactement. Alors, sur le côté musical, c'est drôle quand vous avez parlé tout à l'heure de cette chirurgie esthétique. Vous savez qu'en ce moment, aux États-Unis, il y a un musée dans lequel il y a une statue égyptienne qui devient un objet de culte parce qu'elle est le portrait, le sosie de Michael Jackson. Très troublant. Je vois très bien le portrait dont vous voulez parler, enfin la statue. C'est vrai que c'est troublant. Ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un qui a passé sa vie à se reconstruire, à reconstruire sa musique, à reconstruire son visage, à construire son image, à inventer dans les années 80 toutes ces légendes. Parce que, vous savez, toutes ces histoires, il va acheter les os d'Elephant Man, il est dans un caisson à oxygène. C'est des légendes qui ont été créées par lui-même et son clan. C'est quand même extraordinaire de se dire qu'à un moment, il s'est dit, pour justement faire monter le buzz à l'époque de Bad, à peu près en 87, il va cautionner ces choses-là, tout en disant après, bien sûr, oh, c'est horrible ce que disent les gens sur moi. Il y a un côté très habile et très rusé de inventer des légendes, dire qu'on ne les a pas créées après. Il s'est un petit peu laissé prendre à ça parce que le problème, c'est que du coup, les gens ne parlaient plus que de ça et ne parlaient plus de sa musique, ce qui est quand même dommage. Alors parlons de sa musique. Une fois que vous aurez décoléré, est-ce que vous allez redonner à Michael Jackson, à votre avis, une place différente de celle que vous lui donnez maintenant ? Non, franchement, je pense pas. Je veux dire, ça m'arrive de temps en temps de tomber sur un morceau de Jackson 5 quand j'écoute des compilations Motown. Voilà, je dis pas que c'est le genre de, je dis pas que ce sont des chefs-d'œuvre de la musique noire américaine, certainement pas. C'est des chansons agréables, marrantes. Mais après la carrière solo de Jackson, surtout à partir de la fin des années 70, des années 80, moi, franchement, ça ne m'intéresse pas. Et moi, ce qui m'inquiète avec Michael Jackson, c'est cette propension à occuper tout l'espace et que des gamins écoutent ça plutôt que de s'intéresser, d'être curieux de la musique d'aujourd'hui. Moi, c'est ça qui me rend... et c'est pas que Jackson, c'est de façon plus générale. Le business du CD, aussi, les compiles... Regardez les Beatles, on en est à la 5e édition en CD. Bon, il y a des tas de gens qui font de la musique aujourd'hui qui sont passionnants. Avec ça. Alors, à qui ça va profiter le plus, c'est la mort de Jackson financièrement? Déjà à ses enfants, puisque ce sont les héritiers, les légataires universels. Ensuite, évidemment, à sa maison de disques Sony, au producteur AEG, qui, comme vous le rappeliez tout à l'heure, était sur le point de perdre 450 millions de dollars et qui sont en train de faire une espèce de culbute dans l'autre sens, puisque le film s'annonce comme un événement. Vous l'avez vu ce film? Bien sûr que non, personne ne l'a vu. Rien. Là, il y a un nouvel extrait qui est disponible sur Internet, où on le voit répéter Human Nature avec les chorégraphies où il chante. Et là, c'est vrai qu'on se dit, là, on commence à voir ce qu'on a raté avec ces spectacles. Quelle sera la présence de Michael sur les 2 heures du film? Pour l'instant, la réponse sera le 28 octobre dans les salles, mais peu de gens le savent jusqu'à présent.